Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui est une véritable pierre de Rosette pour quiconque prépare ou évalue le DGEPS Rugby à 15. Ah oui, complètement. On parle du guide de l'épreuve de l'unité capitalisable numéro 3, celle qui s'intitule « Conduire une démarche de perfectionnement sportif ». C'est ça. Et ce document, il est destiné aux évaluateurs, aux formateurs, mais c'est surtout une mine d'or pour les candidats. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter la philosophie de l'épreuve. Qu'est-ce que le jury cherche à voir au fond ? C'est exactement la bonne question. Parce que si on s'arrête à la surface, on passe à côté de l'essentiel. Cette épreuve, elle ne vise pas seulement à savoir si le candidat est un bon entraîneur. Ah non, Non, elle évalue deux compétences très distinctes. La C3.1, qui est la capacité à enseigner le rugby, et la C3.3, qui est la capacité à former d'autres personnes à enseigner le rugby. Et toute la subtilité est là. d'accord, il faut qu'on clarifie ça tout de suite parce que la différence n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Prenons une analogie simple. La compétence C3.1, c'est savoir apprendre à un jeune de 10 ans à faire une passe vrillée. D'accord. La compétence C3.3, celle qui est au cœur de cette épreuve, c'est de savoir apprendre à un éducateur comment il doit s'y prendre pour expliquer cette passe à l'enfant, Ah oui, en tenant compte de sa morphologie, de sa peur du ballon, des mots à utiliser et surtout des règles de sécurité. On n'est plus sur le terrain, on est dans le méta, quoi. on forme des formateurs. On forme des formateurs. L'exigence est démultipliée. D'accord. Le décor est planté. On ne demande pas aux candidats de jouer du piano, mais bien de former des professeurs de piano. Alors concrètement, comment ça se traduit dans l'épreuve, Nouli ? De quoi parle-t-on ? Alors, le document est très précis là-dessus. Le candidat doit concevoir, animer et évaluer une séquence de formation. Ok. Le point capital, c'est le public. Il ne s'agit pas de joueurs, mais d'un groupe d'adultes qui sont eux-mêmes des encadrants. Des éducateurs, des profs de PS, ce genre de public ? C'est ça. Des intervenants scolaires. Le candidat choisit son thème, la mêlée, le jeu au pied, peu importe. Mais le sujet doit toujours être orienté. Comment enseigner le rugby à 15 aux enfants ? Donc le jury ne va pas juger la pertinence d'un choix tactique, Non, pas du tout. mais plutôt la capacité du candidat à transmettre des outils pédagogiques à d'autres adultes. C'est exactement ça. Le jury veut voir une mise en situation professionnelle qui soit la plus réaliste possible. Il ne s'agit pas de réciter de la théorie. Non, on veut de l'action. On veut voir le candidat en action, gérer un groupe d'adultes qui ont leurs propres expériences, leurs propres questions, parfois leurs propres certitudes. On évalue la capacité à avoir un impact réel sur les compétences de ces éducateurs. La question finale, c'est C'est est-ce que les éducateurs qui ont suivi cette formation sont, à la fin, de meilleurs pédagogues ? ce qui nous amène à la structure même de l'épreuve. Le document la découpe très clairement, un peu comme une pièce en 3 actes. Oui, Et cette structure en soi, elle raconte déjà beaucoup de choses sur ce qui est attendu. absolument. Chaque acte a un rôle et un poids spécifique dans l'évaluation. Alors, le premier acte, la présentation. 10 minutes, pas plus, c'est court. Très court. Le candidat présente son plan de match aux évaluateurs avant même que la séance ne commence. C'est court, mais c'est fondamental. Ces 10 minutes ne sont pas un simple résumé de ce qui va suivre. C'est là que le jury évalue si le candidat est un simple exécutant ou un véritable ingénieur de la formation. C'est-à-dire, Il doit justifier ses choix. Pourquoi ce thème précis ? Pour ce public-là ? En partant de quel constat, de quel besoin sur le terrain ? Choisir un thème très complexe pour des éducateurs débutants, même si la séance est brillamment animée après, sera probablement sanctionné. ah d'accord, L'idée clé ici, c'est que l'adéquation entre le contexte, le public et les objectifs, ça pèse plus lourd que la simple performance d'animation. c'est la qualité de l'architecte qui est jugée avant même de voir le bâtiment. Si les plans sont mauvais, Exactement. La construction a peu de chances d'être une réussite. Il faut prouver que la démarche est réfléchie, qu'elle n'est pas hors sol. d'accord. Ensuite, on passe au deuxième acte, le plat de résistance. La conduite de la séance. Et là, le chrono est conséquent. Entre 90 et 180 minutes. Oui, on est loin d'une petite scénette de 20 minutes. Pourquoi une durée aussi longue ? Parce que cette durée permet de sortir du scénario parfait. Sur 3 heures, c'est impossible que tout se passe comme prévu. Il y a forcément des imprévus. Forcément, un participant qui pose une question inattendue, un débat qui s'enferme, un exercice qui ne fonctionne pas. Et c'est précisément ça que le jury veut observer. La capacité du candidat à s'adapter en temps réel, à réguler, à ajuster sa trajectoire sans paniquer. Tu as un exemple en tête ? Oui, je me souviens d'un candidat qui avait préparé une séance incroyable sur le jeu au pied. Sauf que le jour J, il pleuvait des cordes, le terrain était une piscine. Le cauchemar.
Sa capacité à complètement pivoter son plan en 10 minutes pour se concentrer sur le jeu au sort et la sécurité sur terrain glissant, c'est ça que le jury a récompensé. Ce n'était pas dans son script. Donc la durée est un test de stress, en quelque sorte. On veut voir comment le pilote réagit en zone de turbulence, pas seulement par temps calme. C'est une excellente image, oui. Et ça nous mène logiquement au troisième et dernier acte, l'entretien. 30 minutes de débriefing juste après la séance. J'imagine que le candidat est épuisé à ce moment-là. Complètement. C'est pas un peu cruel cet entretien? Ou est-ce que c'est là que tout se joue? C'est là que le jury sépare les bons des excellents. C'est peut-être la phase la plus importante, la plus révélatrice, Ah oui, hein. parce qu'elle n'évalue pas ce que le candidat a fait, mais sa capacité à comprendre ce qu'il a fait. On y évalue ce que le jargon appelle la posture réflexive. La fameuse posture réflexive, c'est un terme qu'on entend partout, mais qui peut rester un peu abstrait. Rendons-le concret. Le jury ne veut pas d'un robot qui a parfaitement récité son script, il veut un pilote qui, après avoir traversé les turbulences, est capable de s'asseoir et d'expliquer « voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi, voilà ce que j'ai bien géré, voilà où j'aurais pu faire mieux, et voilà comment j'ajusterai mon plan la prochaine fois ». D'accord. Cette capacité à analyser sa propre action, c'est ça la posture réflexive. Le document le dit très clairement. Il faut analyser les écarts entre le prévu et le réalisé, émettre des hypothèses et se projeter. Ce qui m'amène à la question que tous les candidats se posent. Comment être sûr qu'on coche toutes les bonnes cases? Heureusement, le document fournit une grille d'évaluation très détaillée. Oui, ce n'est pas une boîte noire, et c'est un outil formidable pour se préparer, mais aussi pour que les évaluateurs harmonisent leur jugement. On peut l'organiser comment, cette grille? On peut la regrouper en 3 grands blocs, qui correspondent d'ailleurs parfaitement aux 3 actes dont on vient de parler. Alors allons-y. Le premier bloc, c'est la conception, l'architecture de la séance. Oui, l'élaboration du scénario, c'est la phase 1. Le jury va regarder la chaîne de logique. Est-ce que le contexte justifie bien les objectifs? Est-ce que ces objectifs sont clairs, mesurables? Et est-ce que les outils choisis, une vidéo, un paperboard? S'il ne suffit pas de dire « je vais utiliser une vidéo Non, il faut expliquer pourquoi la vidéo est, à ce moment précis, le meilleur outil pédagogique, mieux qu'une démonstration ou qu'un schéma. ». D'accord. La solidité des fondations. Une fois que c'est validé, on passe au deuxième bloc, la mise en œuvre. Et là, la liste des critères est longue. Elle est longue, mais logique. Ce bloc juge la performance sur le chantier, quoi. Il y a des critères évidents, la clarté de la voix, la gestion du temps, mais il y en a de plus subtils, qui sont décisifs. Par exemple, Par exemple, la capacité à rendre les participants acteurs et actifs. C'est mentionné plusieurs fois. Le jury veut voir des mises en situation, des ateliers, une formation où le candidat parle pendant 2 heures et où les autres écoutent passivement, c'est l'échec assuré. même si le discours est brillant. Oui, Je vois aussi des points sur la capacité à maintenir un climat motivant et à valoriser les interventions. On est presque dans le management. on est totalement dedans. Former des adultes, c'est gérer des savoirs, des expériences, parfois des égos. Il faut savoir distribuer la parole, recadrer sans vexer. Et puis, il y a un critère qui surplombe tous les autres dans ce bloc, La sécurité. la sécurité. Mais attention, à un niveau méta, encore une fois. La grille est très précise. Le candidat doit non seulement montrer qu'il sait animer en sécurité, mais il doit former les éducateurs à la pratique du rugby en sécurité. D'accord. Et encore plus fort, un des critères, c'est sa capacité à évaluer la capacité des participants à concevoir des situations d'apprentissage sécurisées. Attends, ça veut dire qu'on évalue la capacité du candidat à évaluer les autres. Exactement. On boucle la boucle de la formation de formateur. Le candidat doit, pendant sa séance, mettre les éducateurs en situation de créer un exercice, puis analyser avec eux si l'exercice qu'ils ont créé est sécurisé pour des enfants. C'est vertigineux, c'est extrêmement exigeant. Ça prouve qu'on n'est pas dans la simple application de recettes, mais dans la construction de compétences critiques. Ce qui me frappe, c'est que cette partie animation, qui semble être le cœur du réacteur, n'est qu'un des 3 blocs. J'aurais pensé que ça comptait pour 80% de la note. C'est un des pièges principaux. Beaucoup de candidats misent tout sur l'animation, leur charisme. Mais si le plan en amont est bancal et l'analyse en aval est superficielle, ça ne passera pas. C'est ce que nous montre le 3e bloc. Le miroir de l'entretien. Ce bloc s'appelle « Évaluation de sa propre action ». On en revient à la posture réflexive. Totalement. Le premier critère est limpide. Analyser l'écart entre le scénario prévu et celui mis en œuvre. Le jury ne s'attend pas à ce que le candidat dise «
tout s'est passé comme prévu. Au contraire, ce serait suspect. Exactement. Il veut entendre « J'avais prévu 20 minutes pour cet atelier, mais il en a pris 35. Je pense que c'est parce que ma consigne de départ n'était pas assez précise. » Donc, admettre qu'une fausse n'a pas fonctionné, c'est en fait un point positif. C'est un point très positif si, et seulement si, l'analyse qui suit est pertinente et qu'elle débouche sur des propositions concrètes. C'est le critère final de la grille, ça. Oui, proposer des objectifs pertinents pour une prochaine action de formation. Le candidat doit finir en disant « Compte tenu de ça, la prochaine fois, je présenterai 7 consignes différemment. » Une séance parfaite sans analyse vaut beaucoup moins qu'une séance imparfaite avec une analyse brillante. En résumé, si on reprend notre fil, le parcours idéal du candidat, c'est celui d'un architecte qui conçoit un plan intelligent, d'un chef de chantier qui sait s'adapter aux imprévus, et enfin d'un expert qui rédige un rapport lucide sur les forces et les faiblesses pour faire mieux la prochaine fois. C'est la synthèse parfaite. Concevoir, réaliser, analyser. On voit bien que la maîtrise technique du rugby, si elle est nécessaire, n'est absolument pas suffisante. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu est de former des éducateurs qui seront autonomes, critiques et responsables. Et c'est cette insistance sur l'analyse qui soulève une question de fond, je trouve. Laquelle? Le document, par sa structure, ne semble pas chercher une performance unique et parfaite, un one-shot sans erreur. Il semble plutôt vouloir détecter une qualité plus profonde. La capacité du candidat à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Prouver qu'il sera capable de continuer à progresser une fois seul sur le terrain. C'est ça. La perfection n'est pas l'objectif. L'objectif est de prouver qu'on est sur la voie de la perfection. C'est une nuance fondamentale. Précisément. La véritable compétence d'un formateur de haut niveau, ce n'est peut-être pas de livrer une séance sans aucun défaut, ce qui est une illusion. C'est de savoir avec lucidité pourquoi sa séance a fonctionné ou a échoué sur certains points, et surtout de savoir comment l'améliorer la fois d'après. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Oui. Qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux d'un jury, et plus largement dans la vie d'un formateur? La photo impeccable d'un instant T ou la démonstration d'une capacité à progresser constamment? Ce document semble avoir clairement choisi sa réponse.